Bonjour et bienvenue sur math-sub.fr. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment démontrer la limite finie d'une suite en utilisant la définition avec les epsilon. Quand on apprend pour la première fois à démontrer des limites en utilisant la définition formelle, on se heurte souvent à un petit problème technique qui a tendance à nous écarter de la compréhension principale de la démarche. Pour vous éviter de tomber dans cet écueil-là, je vais faire un petit avant-propos technique qui vous permettra d'aller plus vite par la suite. Alors, posons le problème suivant. Vous prenez un réel x et vous cherchez une condition sur les entiers n pour que n dépasse x strictement. Alors pour bien comprendre la situation, je vais prendre un x fixé. Si par exemple vous prenez x égale 3,8, quels sont les n qui vont dépasser 3,8? On va faire un petit dessin. Là vous avez 3,8. Et les entiers n qui dépassent 3,8, eh bien c'est 4, 5, 6, etc. Autrement dit, une condition pour que n dépasse strictement x, eh bien c'est que n soit supérieur ou égal à 4. Si vous avez que n est supérieur ou égal à 4, vous avez automatiquement que n est strictement supérieur à 3,8. Alors quel est le lien entre ces deux nombres-là, 3,8 et 4? Si vous regardez 30 secondes, 3,8, si vous prenez la partie entière, c'est 3. Et si vous rajoutez 1, ça fait 4. Je vais l'écrire en toutes lettres. La partie entière de 3,8 plus 1, c'est 3 plus 1, c'est 4. Alors quand on a compris ça, on se dit, eh bien une condition, c'est que n soit plus grand que la partie entière de x plus 1. Je vais l'écrire. Si n est plus grand que la partie entière de x plus 1, on devrait avoir que n est strictement plus grand que x. Pour trouver ça, j'ai juste remplacé 3,8 par x et 4 par la partie entière de 3,8, c'est-à-dire partie entière de x plus 1. Est-ce que c'est toujours vrai ça? Parce que c'est bien beau, là on l'a vérifié pour 3,8, mais est-ce que c'est vrai pour tous les x? La réponse c'est oui. Alors on peut le voir immédiatement sur un dessin. Si vous prenez x, vous savez que x est toujours coincé entre sa partie entière et sa partie entière plus 1. Éventuellement, hein, si x est un entier, x se confond avec sa partie entière. Et si vous prenez un entier n au-dessus, par exemple ici, n au-dessus de x plus 1, vous aurez immédiatement que n est strictement au-dessus de x, puisque x n'atteindra jamais ce point-là, mais il peut éventuellement atteindre ce point-là. Alors sur un dessin, on le voit bien, je vais quand même en donner une preuve formelle. Alors on sait que la partie entière de x est inférieure ou égale à x et strictement inférieure à e de x plus 1. Donc, si n dépasse e de x plus 1, comme e de x plus 1 est strictement plus grand que x, nécessairement, vous avez que n est strictement plus grand que x. Et donc, on vient de démontrer cette affirmation-là. Alors, écrivez ça sur un bout de brouillon, on va s'en servir tout au long de la vidéo. Avant de commencer, je vous rappelle la définition de limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale L. Alors formellement, ça s'écrit comme pour tout epsilon positif, il existe un entier naturel grand N, tel que pour tout n entier naturel, si petit n dépasse grand N, je dois avoir que la valeur absolue de un moins L est plus petite que epsilon. Lisons cette phrase ensemble. On se donne un epsilon quelconque. Quand j'écris ça, ça veut dire j'ai pris un epsilon quelconque. Et je dois pouvoir trouver un grand N qui va forcément dépendre de epsilon, vérifiant la propriété qui est là.
Notre travail sera donc le suivant. On va se donner un epsilon quelconque et on devra trouver systématiquement un grand N qui vérifie la propriété qui suit. Le grand N va dépendre de epsilon, puisque à chaque fois que je me donne un epsilon, je dois pouvoir trouver l'existence d'un grand N. Donc ce grand N, comme il dépend de epsilon, certains matheux rajoutent N indice epsilon. Alors je ne le ferai pas dans la suite, mais ça peut aider à penser, à se souvenir que ce grand N dépend de epsilon. Si vous trouvez un grand N qui ne dépend pas de epsilon, c'est que peut-être il y a un souci. Allons-y maintenant pour les applications. Dans ce premier exemple, nous allons montrer formellement que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n est égale à 0. Alors au lycée, vous avez vu que 1 sur n tend vers 0, alors comment on le voyait? On le voyait intuitivement. On disait lorsque n devient très grand, alors ça va diviser beaucoup, et donc ça va s'approcher de 0. Oui, mais maintenant, il nous faut une preuve formelle. Alors comment on s'y prend? La première chose, c'est de prendre la théorie, c'est-à-dire la définition théorique de la limite, et de la transcrire dans texte à nous. Voilà comment je m'y prends. On veut montrer que donc je prends la phrase qui est ici, et à la place de un, eh bien je vais mettre 1 sur n. Et à la place de la limite L, je vais mettre 0. Tout le reste reste pareil. Pour tout epsilon positif, il existe un entier naturel grand N. Pour tout petit n entier naturel, si n dépasse grand N, alors la valeur absolue de un, ici c'est 1 sur n, moins L, c'est-à-dire ici 0, plus petit que epsilon. Voilà ce que nous devons démontrer. Ici, on va nettoyer un tout petit peu, puisque vous voyez le 0 ici, il ne sert à rien. Et la valeur absolue de 1 sur n, eh bien c'est 1 sur n, parce que n, c'est un entier naturel, et donc il est positif. Donc on va rajouter en dessous, c'est-à-dire, ou c'est équivalent à, pour tout epsilon, strictement positif, il existe un entier naturel grand N, quel que soit petit n entier naturel. Si petit n dépasse grand N, je dois avoir, donc je répète, le 0 ne sert à rien, on l'enlève, et valeur absolue de 1 sur n, eh bien c'est 1 sur n. 1 sur n plus petit que epsilon. Ici on a un petit détail technique à rajouter. Regardez, la suite 1 sur n, elle n'est pas définie en 0. Donc il faut enlever de l'ensemble de définition de petit n l'entier naturel 0. Donc ici on va ajouter étoile pour dire que n doit être non nul. Évidemment, ça ne change rien au travail puisque on cherche une limite en plus l'infini, donc le premier terme ne compte pas. On doit démontrer ceci. Maintenant, vous allez me dire, bon, ok, comment on fait? Alors, je vais reprendre ce que j'ai dit en introduction. On va se donner un epsilon et on va chercher un grand N. La question, c'est comment trouver ce grand N. Là, on va faire un travail au brouillon. Alors, je vais faire ce que j'appelle un brouillon propre, où vous aurez tous les détails, avec toutes les justifications. Évidemment, sur un vrai brouillon, vous mettrez beaucoup moins de détails. Pour trouver un grand N qui donne ceci, eh bien on va raisonner à l'envers, c'est-à-dire on va partir du résultat pour essayer de deviner un grand N qui fonctionne. Alors allons-y. Partons du résultat. 1 sur n plus petit que epsilon. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? On veut que petit n soit plus grand qu'un truc. Là, ça ne nous convient pas, on a une fraction. Donc on va inverser cette inéquation. On va dire, eh bien, n sera plus grand strictement que 1 sur epsilon. Je vous rappelle, quand on passe à l'inverse, ça change l'inégalité de sens. Oui, mais attention, il faut être sûr qu'on puisse faire ça. Alors ici, on peut bien le faire. Pourquoi? Parce que n est un entier strictement positif et epsilon aussi. Donc il n'y a pas de difficulté pour ça. On a bien équivalence entre les deux. On continue. Nous, on aimerait n plus grand que grand N. Ah, on y est presque. Sauf que 1 sur epsilon, c'est pas un entier. Nous, on voudrait un entier. Et là, on va utiliser
l'avant-propos technique que j'ai mis tout au début de la vidéo. Je sais que pour avoir n strictement plus grand que le réel 1 sur epsilon, il suffit de prendre n plus grand ou égal à la partie entière de 1 sur epsilon plus 1. Et là, j'ai gagné. J'ai gagné pourquoi? Parce que ce nombre-là, c'est un entier. La partie entière d'un nombre, c'est un entier. Vous rajoutez 1, c'est un entier. Et c'est un entier naturel également, puisque c'est des quantités positives ici. Comme c'est un entier, eh ben, je peux très bien l'appeler grand N. Et regardez ce que j'obtiens. Si petit n est plus grand que grand N, alors 1 sur n est strictement plus petit que epsilon. Et c'est exactement ce que je voulais démontrer ici. Quand on a trouvé un grand N qui semble fonctionner, on va passer à la phase de rédaction. Sur votre feuille, vous allez dire « Je me donne un epsilon quelconque ». On va donc dire de façon courte, soit epsilon strictement positif. J'observe ceci. Si n est plus grand ou égal à partie entière de 1 sur epsilon plus 1, ensuite je précise à la personne qui va lire ce que je rédige ici, que ceci est bien un entier naturel. Ceci implique que n est strictement plus grand que 1 sur epsilon. Alors sur une copie d'examen, vous n'êtes pas obligé d'expliquer cette étape-là. C'est considéré comme un acquis. Ensuite, ça, je vais passer à l'inverse. Vous voyez, je remonte mon brouillon. Hein. Ça, je vais passer à l'inverse. Ça fait 1 sur n strictement plus petit que epsilon. Et attention, ici, vous justifiez bien pourquoi c'est possible. Alors ici, pourquoi c'est possible? Eh bien, tout simplement parce que epsilon est positif. Et donc, comme epsilon est positif, les deux quantités seront positives. Donc, car epsilon strictement positif. Petite remarque au passage, hein, j'ai pas besoin de l'équivalence, hein, je veux juste l'implication. Donc je peux réduire un petit peu les justifications. Enfin, eh bien, j'ai montré que si n est plus grand que cet antinaturel là, alors j'ai 1 sur n plus petit que epsilon, et donc j'ai démontré cette phrase là. Je passe à la conclusion. Conclusion. Pour tout epsilon strictement positif, j'ai bien trouvé l'existence d'un grand N, et ici je rajoute que j'ai trouvé celui-ci, la partie entière de 1 sur epsilon plus 1, qui est un entier naturel, tel que, pour tout n appartenant à n étoiles, si n dépasse grand N, alors 1 sur n est plus petit que epsilon. Et c'est la phrase que je voulais démontrer, ce qu'il fallait démontrer. Relisons ça ensemble pour déterminer les étapes essentielles. J'ai une première grande étape qui est celle-ci, la transcription de la théorie dans le cas de figure qui nous intéresse. Deuxième grande étape, il va falloir trouver pour un epsilon donné un grand N. Pour trouver ce grand N, on passe au brouillon et on bricole ce que l'on cherche à déterminer. Donc ça, c'est l'étape brouillon. Enfin, troisième grande étape, la rédaction. Vous dites au correcteur que pour un epsilon donné, le grand N entier que vous avez trouvé convient. Et vous faites une rédaction qui montre l'implication. Pas besoin de faire des équivalences ici. Enfin, j'ai mis ici une quatrième étape de conclusion. Moi j'aime bien le faire, ça me permet d'avoir une vision synthétique de ce que j'ai démontré avant. Voilà. Maintenant, nous allons passer à d'autres exemples. Considérons ce nouvel exemple. Alors vous voyez, hein, j'ai pas changé grand chose, hein, j'ai juste rajouté un carré par rapport à l'exemple précédent. Donc si vous avez bien compris l'exemple précédent, mettez la vidéo sur pause et essayez de produire par vous-même une démonstration en suivant bien les étapes que j'ai identifiées dans l'exemple précédent. Et n'hésitez pas à avoir un modèle sous les yeux, ça aide à apprendre hein, pour commencer. Première étape, il faut traduire la théorie dans
notre cadre à nous. On veut montrer que pour tout epsilon positif, il existe un entier naturel grand N, tel que pour tout entier naturel petit n, si petit n dépasse grand N, alors ici un c'est 1 sur n au carré, la limite ici c'est 0, plus petit que epsilon. Là encore, on fait attention, hein, on ne peut pas diviser par 0, donc il va falloir exclure de notre rédaction le n est égal à 0. Donc on restreint le domaine de définition de petit n. Voilà ce qu'il faut montrer. Alors ça, on peut le nettoyer un tout petit peu, hein. Le 0 ne sert à rien, et la valeur absolue de 1 sur n au carré, c'est 1 sur n au carré. Donc montrer ça, c'est équivalent à montrer, pour tout epsilon positif, il existe un entier naturel grand N, tel que pour tout petit n entier naturel non nul, si n dépasse grand N, 1 sur n au carré est plus petit que epsilon. Voilà ce qu'il faut montrer pour montrer ça. Comme tout à l'heure, deuxième étape, on passe au brouillon. Donc on va se donner un epsilon et on va chercher un grand N qui donne ceci. Donc on va torturer ça au brouillon. Je pars de cette inéquation. 1 sur n au carré est strictement plus petit que epsilon. Moi j'aimerais un n en haut, donc je vais inverser cette inéquation. Ça me fait n au carré strictement plus grand que 1 sur epsilon. Et je fais attention quand même que je puisse inverser sans problème. Les deux quantités ici, vous voyez, elles sont positives, strictement positives. Donc il y a bien équivalence entre ces deux choses-là. Comme je suis au brouillon, je ne le note pas. Je ferai les choses bien à la rédaction par la suite. Ensuite, moi je veux n, je veux pas n au carré. Donc je vais prendre la racine carrée des deux côtés. Donc ça va faire racine carrée de n au carré, plus grand que 1 sur racine de epsilon. Je m'assure quand même que ça marche bien. Oui, la racine carrée, elle est bien définie lorsqu'on a des positifs. Ça, c'est un nombre positif, parce que epsilon est positif. Et n au carré aussi, bien sûr. Et d'autre part, la racine carrée, c'est une fonction croissante, donc ça ne changera pas le signe qui est ici. Ensuite, racine carrée de n au carré, c'est n. Pourquoi c'est n? Parce que n est positif. Si n n'était pas positif, il faudrait mettre la valeur absolue. Ensuite, alors ça je vais le réécrire, ça fait n strictement plus grand que 1 sur racine de epsilon. J'arrive à ça, et là je suis content. Je suis content parce que je connais une condition, c'est mon avant-propos technique du début de la vidéo, qui dit que il suffit de prendre n plus grand ou égal à la partie entière de 1 sur racine de epsilon plus 1 pour avoir ça. Et si j'ai ça, en remontant la pente de mon brouillon, j'ai exactement ce que je voulais. Donc ça sera mon grand N. Et j'observe que ce nombre est effectivement un entier et en plus positif. Donc c'est un entier naturel. Vous remarquerez, là, j'ai mis aucune justification. Je les ai fait à l'oral parce que je suis au brouillon. Et au brouillon, on essaye de gagner du temps. Mais on vérifie quand même à la main. Là, mon brouillon, je peux le mettre de côté. Et je vais expliquer au correcteur ce que j'ai trouvé. Je commence par ceci. Soit epsilon positif. Ça veut dire je prends un epsilon quelconque. Et j'exhibe ce truc-là. Si je prends n plus grand que la partie entière de 1 sur racine de epsilon plus 1. Et je signale au correcteur que c'est bien un entier naturel positif. Alors je sais, mais j'ai pas besoin de justifier, que n sera strictement plus grand que 1 sur racine de epsilon. Ensuite, donc je suis ici, je vais remonter la pente ici, donc je vais mettre au carré. Ça me donne que n au carré est strictement plus grand que 1 sur epsilon. Alors là, faut s'assurer que oui, ça marche, et il faut le dire au correcteur. Donc vous pouvez mettre au carré des deux côtés et garder le sens de l'inégalité lorsque ces quantités sont positives. Ici, effectivement, c'est une quantité positive, donc il n'y a pas de stress. Donc on va le signaler au correcteur, car 1 sur racine de epsilon est une quantité positive. Bon, elle peut être nulle, mais on sait qu'elle n'est pas nulle, parce que epsilon est non nul.
Enfin, je vais arriver à là, donc il faut que j'inverse cette équation. J'obtiens 1 sur n au carré, strictement plus petit que epsilon en inversant l'équation. Et je justifie pourquoi ça marche. Je peux passer à l'inverse, parce que en fait cette quantité-là est positive. Car epsilon est positif. J'ai donc trouvé un entier, tel que si petit n dépasse cet entier naturel, alors j'ai ceci. Et c'est exactement ce qu'il y a là. Je conclus. Conclusion. Pour tout epsilon positif, il existe bien un entier naturel. Ici, j'ai trouvé que c'était lui par exemple. Partie entière de 1 sur racine de epsilon plus 1. Donc il y a un entier naturel. Tel que pour tout petit n entier naturel, ici non nul, si n dépasse grand N, alors j'ai ceci, ou cela. 1 sur n au carré est plus petit que epsilon. J'ai bien réussi à démontrer cette chose-là, c'est-à-dire celle-ci. Donc le résultat est démontré, ce qu'il fallait démontrer, c'est QFD. Alors pour ce troisième exemple, vous pouvez essayer de le faire par vous-même et vous allez voir qu'il y aura une petite difficulté technique. On nous demande de montrer formellement que en plus l'infini, 2n plus 1 sur 2n moins 3 vaut 1. Alors au lycée, vous avez bien vu que pour calculer ce type de limite, vous disiez que le numérateur se comporte comme 2n en plus infini et le dénominateur comme 2n. Donc 2n sur 2n, effectivement, ça tend vers 1. Mais il faut le montrer maintenant formellement, avec les epsilon. La stratégie reste la même que dans les exemples précédents. D'abord, on traduit la théorie dans notre cas pratique. On veut montrer que pour tout epsilon positif, il existe un entier naturel grand N, quels que soient les entiers naturels petit n, si n dépasse grand N, alors je dois avoir, ici un, c'est 2n plus 1 sur 2n moins 3, et la limite L, ici c'est 1. Tout ça plus petit que epsilon. Ça, comme on l'a fait précédemment, on va nettoyer un tout petit peu. Alors je vous suggère de mettre tout ça au même dénominateur. Alors je fais le calcul dans un coin, 2n plus 1 sur 2n moins 3 moins 1, donc si je mets le même dénominateur, ça fait moins 2n moins 3 sur 2n moins 3. Et quand je simplifie, les 2n s'en vont, 1 moins, donc plus 3, donc 4, sur 2n moins 3. Et ceci, ça doit être à la valeur absolue. Donc la valeur absolue de tout ça, c'est en fait 4 sur 2n moins 3. Ça, c'est un petit calcul au brouillon. Donc quand je réécris ça, je dis c'est équivalent à dire, pour tout epsilon positif, il existe un entier naturel grand N. Pour tout petit n entier naturel, si n dépasse grand N, je dois avoir 4 sur valeur absolue de 2n-3 plus petit que epsilon. Donc pour un epsilon donné, je dois trouver un grand N vérifiant ceci. Maintenant, on va passer au brouillon, c'est-à-dire on va torturer ce truc-là. Comme ça va être un tout petit peu plus compliqué, je vais prendre un vrai brouillon cette fois-ci. On veut arriver à ceci. Donc je vais écrire 4 sur 2n-3 plus petit que epsilon. Quand on est face à ça, la première chose à faire, c'est de mettre les n en haut. Donc on va inverser l'inéquation, ça va faire valeur absolue de 2n-3 sur 4, plus grand que 1 sur epsilon. On vérifie que ça c'est tout à fait possible. Alors comme les deux quantités sont positives, il y a bien équivalence entre les deux. Je ne l'écris pas puisqu'on est au brouillon. Le 4 c'est pas beau, je mets de l'autre côté. Ça fait 2n-3, plus grand que 4 sur epsilon. Et puis là, il y a une valeur absolue. Et les valeurs absolues, c'est un petit peu chiant, on aimerait bien s'en débarrasser.
Alors une première idée qui peut nous venir à l'esprit, c'est de dire la valeur, la valeur absolue d'une expression est plus grande qu'un truc. Ça veut dire que soit l'expression est plus grande que le truc, soit elle est plus petite que moins le truc. Ouais, mais c'est lourd ça. Ou alors, on se dit la chose suivante. Je cherche un grand N. Peu importe, peu importe quel est ce grand N. Si je le prends suffisamment grand, peut-être qu'il va se passer des choses sympas. Et en effet, regardez, petit n, si je le prends suffisamment grand, 2n-3, il va devenir positif. Et donc j'ai qu'à choisir un grand n qui soit suffisamment grand. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour que 2n-3 soit positif? Si vous cherchez un peu, ça fait que 2n-3, ça fait que n doit être plus grand que 3 demi. 3 demi c'est 1,5, hein, donc ça serait bien d'avoir n plus grand que 2. Alors nous, on va imposer cette condition-là, parce que ça nous arrange. Et vous allez me dire, ah bon, on peut faire ça, c'est bizarre quand même. On a le droit de poser une condition comme ça. Eh bien oui, réfléchissez. Comme on prend la limite en plus l'infini, eh bien n, il va falloir qu'il soit grand. Donc tant qu'à faire, on peut imposer des limites, des conditions par en dessous. Et ça posera aucun souci. Par contre, il faudra bien s'en souvenir sur la fin de la rédaction, pour choisir notre grand N. Alors, on va fixer ceci. Comme n est plus grand que 2, 2n-3, il va être positif, donc il va être égal à sa valeur absolue. Donc je peux enlever la valeur absolue. Ça fait que 2n-3 va être plus grand que 4 sur epsilon. Et puis quand je résous, et bien ça fait que n va être plus grand que 1 demi de 4 sur epsilon plus 3. Faites-le hein, si je vais trop vite ici, hein, faites-le sur un bout de papier. Et puis nous, on sait comment trouver une condition avec un nombre entier pour obtenir ceci. C'est notre avant-propos technique. Il suffit de prendre n plus grand ou égal à la partie entière de ce truc affreux, 1 demi de 4 sur epsilon plus 3, le tout plus 1. Et on se dit, bah voilà, ça va être ça notre grand N. Si je prends petit n plus grand que grand N, alors j'ai ça, et je suis arrivé à ce que je voulais. Mais attention, en cours de route, j'ai quand même posé une condition ici. Il faut surtout pas que je l'oublie. Donc si je prends grand N est égal à ça, je suis pas sûr d'avoir cette condition-là. Donc mon grand N, je vais pas le prendre comme ça. Je vais plutôt dire que grand N, ça va être le maximum entre ça et ça. Je vais expliquer. Le maximum entre la partie entière de 1 demi de 4 sur epsilon plus 3 plus 1 et 2. Pourquoi? Si grand N est plus grand que ces deux machins, et que petit n est plus grand que grand N. Alors petit n sera à la fois plus grand que lui et lui. Et donc, petit n va vérifier les deux conditions qui sont là. Et je vais pouvoir remonter la pente, ici. Alors, si c'est un petit peu flou, là, ce que je viens de dire, regardez la rédaction propre. Et vous allez voir que ça marche vraiment bien, en prenant le max. Alors, allons-y. Soit epsilon positif. Je vais prendre n plus grand que maximum entre 2 et la partie entière de 1 demi de 4 sur epsilon plus 3 plus 1. Je sais, c'est pas beau, hein. Si n est plus grand que le maximum de ces deux trucs, alors nécessairement, j'ai deux choses. N est plus grand que 2, et n est plus grand que la partie entière de 1 demi de 4 sur epsilon plus 3 plus 1. Je poursuis. N plus grand que 2, je le garde. N plus grand que partie entière de machin truc, on sait que ça implique que n est plus grand que 1 demi de 4 sur epsilon plus 3.
n est strictement plus grand que 1 demi de 4 sur epsilon plus 3. Ensuite, ceci, je le remanipule pour retrouver les expressions de tout à l'heure. Alors moi qui ai le brouillon sous les yeux, c'est facile, je le retrouve facilement. Ça implique que n est plus grand que 2 et que 2n moins 3 sur 4 est plus grand que 1 sur epsilon. Maintenant, n est plus grand que 2. Donc 2n moins 3, c'est positif. Et en particulier, c'est égal à sa valeur absolue. C'est là où il y a un coup de force, en fait. Donc, comme n est plus grand que 2 et que ça est égal à sa valeur absolue, je peux le remplacer par sa valeur absolue. Ça me donne valeur absolue de 2n moins 3 sur 4, plus grand que 1 sur epsilon. Maintenant, les deux quantités sont positives. Ça implique, je vais l'inverser ici, ça implique que 4 sur 2n moins 3 en valeur absolue est plus petit que epsilon. Et là, on justifie un quart epsilon est positif. On peut inverser l'inéquation. Et regardez, lorsque n est plus grand que ce nombre est effectivement un entier. Un entier naturel. Si n est plus grand que ce nombre, j'ai réussi à montrer ceci. C'est exactement ce que je voulais faire ici. Je conclus. Conclusion. Pour tout epsilon positif, il existe un grand N. Alors, là, vous m'autoriserez à ne pas le mettre. Je vais juste écrire max de 2, tatata, parce que je manque de place. Qui est effectivement un entier naturel positif. Tel que, pour tout n entier naturel, si n dépasse grand N, alors j'ai ce que je voulais. Et c'est terminé. C'est QFD. Qu'est-ce que vous devez retenir de ça? Eh bien, c'est que pour trouver un grand N, vous pouvez toujours le pousser un peu plus haut que nécessaire pour simplifier un petit peu les choses. Mais attention, c'est parfois un peu compliqué à gérer. En conclusion, dans cette vidéo, j'ai mis volontairement 3 exemples relativement simples. On pourrait imaginer des situations beaucoup plus compliquées pour trouver un grand N par exemple. Moi je vous recommande d'abord, dans un premier temps, maîtriser bien toute la mécanique de situations simples. Alors à chaque fois, j'ai suivi cette trame-là. Première chose, transcrire la théorie dans votre cas concret. Ensuite, on passe au brouillon et on essaye de deviner un grand N qui marche. Sur le brouillon, vous pouvez faire les choses salement. Vous n'êtes pas obligé de justifier tous vos résultats. Par contre, faites bien attention aux étapes. Est-ce qu'elles fonctionnent réellement? Ensuite, quand on pense avoir trouvé un grand N, on passe à la rédaction. Et cette fois-ci, il va falloir justifier proprement les étapes pour que votre lecteur puisse être sûr de ce que vous dites. Maintenant, j'aimerais m'adresser à ceux qui ont des difficultés avec cet exercice-là. J'aimerais leur dire que c'est parfaitement normal. En effet, cet exercice-là comporte une première grosse difficulté, c'est la traduction. On doit traduire le pour tout epsilon, il existe un grand N tel que blablabla. Cette traduction, je vous l'ai donnée, ou vos enseignants en cours vous l'ont donnée, c'est on se donne un epsilon et on va chercher un grand N qui fonctionne. Et là, vous allez me dire, oui, mais moi, si je suis tout seul, ça, je vais avoir du mal. Et je vais vous dire, eh bien oui, c'est normal, et c'est quelque chose qui s'apprend. Le langage mathématique est comme une langue vivante, elle se pratique, et petit à petit, on finit par comprendre les choses. Alors vous allez me dire, oui, mais on entend dire, les mathématiques, c'est de la logique, c'est donc naturel, ça doit être inné. Moi, je vous dis, ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, lorsque vous êtes bébé, vous commencez à apprendre un langage pour communiquer avec vos parents. Les mathématiques, ça vient plus tard.
et parfois même beaucoup plus tard, parce qu'il y en a qui ont la chance d'avoir des parents universitaires, scientifiques, mais d'autres qui n'ont pas cette chance-là et qui vont découvrir vraiment le langage formel très tardivement. Deuxième chose, deuxième grande difficulté, c'est qu'à un moment donné, il faut trouver un grand N, et c'est ce qu'on fait sur le brouillon. Et pour trouver ce grand N, eh ben, on doit prendre des initiatives. On doit dire quel grand N je vais prendre pour que ça fonctionne. Et ça, c'est probablement nouveau par rapport au secondaire. Très souvent, au secondaire, les choses sont mécaniques. On applique une méthode, on trouve un résultat, ça marche. Limite, une machine pourrait le faire toute seule. Alors que là, maintenant, on vous demande de penser, de trouver des choses pour que ça fonctionne bien. Et là, c'est un peu plus difficile. Et de fait, on aurait beaucoup plus de mal à le programmer dans une machine. Toutes ces choses, toutes ces difficultés apparaissent dans un seul et même exercice, ce qui fait que l'exercice est en lui-même compliqué. Donc pas de stress, petit à petit, vous allez finir par comprendre, mais ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre la définition et son usage pour les limites. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.